Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet autre numéro de Heure du Bilan, votre rendez-vous consacré aux politiques publiques. L'année 2025 s'impose comme un moment clé pour l'action publique en matière de gestion durable des ressources, de protection des écosystèmes et de régulation des pratiques qui impactent notre cadre de vie. Au centre de ce dispositif, vous le savez, c'est bien le ministère de l'Environnement et du Développement durable conduit par Madame Diamy Diallo. À l'heure du bilan, nous reviendrons sur les actions majeures engagées au cours de l'année 2025, l'exécution du budget sectoriel, les projets structurants lancés sur le terrain, les mesures destinées à améliorer la résilience écologique, ainsi que les efforts directs de ces interventions sur la population. Avec elle, nous aborderons un ensemble de questions souvent soulevées par les citoyens, à savoir la carbonisation, les sites de COP et l'état d'avancement de la campagne de reboisement. Voici les sujets qu'on va tout à l'heure aborder avec Madame la ministre. Ici, présent sur ce plateau, Madame Diamy Diallo, bonsoir. Bonsoir. Amara Kamara, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Alors, Madame la ministre, quand on parle de l'environnement, on parle de l'eau, on parle de l'air, on parle du sol, on parle même des êtres humains. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce département. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent, qui a été fait au cours de l'année 2025? Bonsoir. Je vous remercie de nous donner cette opportunité pour présenter nos actions de 2025. C'est un devoir et c'est un principe de redevabilité vous concernant. Nos actions cette année ont été structurées autour de trois axes d'intervention prioritaires que sont le renforcement de la gouvernance environnementale et de la planification stratégique, également la préservation des écosystèmes, la lutte contre les pollutions à laquelle vous venez de faire allusion et le développement de solutions basées sur la nature pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Et enfin, le troisième axe, c'est le renforcement de la résilience et le développement de la finance climatique en Guinée, chose innovante parce que ça n'a pas encore été fait dans notre pays. Et pour dérouler ces trois axes, nous avons mené 7 actions prioritaires. La première, c'est le contrôle de la conformité environnementale des différents projets de développement dans notre pays. Et je ne peux parler de ce sujet sans évoquer le méga-projet Simandou. Ce méga-projet mine infrastructure avec plus de 650 km de rails, une voie ferrée qui traverse l'ensemble du territoire national et un port à Moribaya. La construction de cette infrastructure pose naturellement des défis sur le plan environnemental. Conformément aux directives du président de la République, nous avons appliqué les standards les plus élevés en matière de sauvegarde environnementale et sociale au projet Simandou pour le bénéfice des populations guinéennes. Donc c'est d'abord le code de l'environnement guinéen qui est naturellement appliqué à ce projet, mais également les standards internationaux les plus élevés. Donc on parle notamment des normes de performance de la Société financière internationale, mais également les critères de la Banque mondiale en termes de sauvegarde environnementale et sociale. Donc le ministère de l'Environnement, dans sa mission régalienne, est chargé du suivi continu de la construction afin de garantir la conformité environnementale et intervenir surtout en cas de manquement, donc sur le plan environnemental, mais également sur le plan social. Nous avons suivi de manière très stricte l'application des plans de gestion environnementale et sociale le long du corridor de Simandou, mais également au niveau du port, avec des inspections qui ont été faites de manière régulière. Et eu égard aux enjeux colossaux de ce projet, la Guinée a estimé nécessaire dans la conduite de ce projet, et y compris sur le plan environnemental, de se faire accompagner par une expertise internationale. Donc nous avons eu des cabinets d'ingénieurs conseils qui nous ont accompagnés dans la négociation d'abord, mais également dans le suivi sur les questions environnementales. Il nous permet de renforcer un peu les capacités en interne, ce qui nous permettra en fait de renforcer le contrôle de la conformité environnementale en Guinée. Conformément à la vision du président de la République, la Guinée enclenche des chantiers gigantesques en ce qui concerne l'industrialisation de notre pays.
Aujourd'hui, nous avons déjà 2 raffineries de transformation de la bauxite qui viennent d'être lancées en Guinée. Les travaux? Oui. Et naturellement, cela engendre des impacts sur le plan environnemental. Il est crucial que l'État, à travers le ministère de l'Environnement, soit doté des capacités qu'il faut pour poursuivre ces questions au bénéfice des populations guinéennes. Et toujours dans le cadre du projet Simandou, sous la coordination du ministère de l'Environnement, les partenaires industriels Rio Tinto et WCS ont élaboré un plan de compensation de la perte de biodiversité qui est intégré. Au lieu d'avoir chacun de ces partenaires avoir son plan séparé, nous avons aujourd'hui un plan de restauration intégré qui sera beaucoup plus efficace. Et le MED est également chargé. On l'a mutualisé. On l'a mutualisé. Et cela va d'ailleurs dans l'esprit de co-construction qui a prévalu dans la réalisation du projet Simandou. Et ce plan de restauration de la perte de la biodiversité va servir vraiment à restaurer de manière active les écosystèmes dégradés au cours de la construction du projet. Dans la structuration des documents de négociation, il était prévu un comité de développement durable. Encore une fois, cela montre à quel point les questions environnementales et sociales sont au cœur du projet Simandou. Et cela vraiment, encore une fois, sous l'impulsion du président de la République, qui a tenu à ce que ce projet soit réalisé dans les meilleures conditions pour le peuple de Guinée. Vous voulez nous dire que toutes les normes environnementales sont respectées, l'écosystème n'est pas agressé et en tout cas les parties qui seront endommagées seront réhabilitées, Madame la ministre? C'est exactement ça. Le projet a été réalisé en suivant les standards internationaux les plus stricts. Le ministère de l'Environnement, accompagné d'une expertise internationale, a veillé à l'application de ces standards. Et lorsqu'il y a eu des manquements, nous sommes intervenus pour s'assurer que les partenaires industriels corrigent cela. Et la perte de biodiversité qu'a occasionné ce projet sera également compensée. Donc il y a ce plan qui est aujourd'hui élaboré et nous suivrons de près sa mise en œuvre. Avec le comité de développement durable, qui est en fait un organe consultatif du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, qui analyse et fait des recommandations sur les questions liées à la santé, la sécurité, l'environnement et les communautés. C'est un mécanisme qui nous permet également de prévenir les conflits parce que les communautés sont pleinement associées. Et cela nous permet de renforcer la licence sociale de ce projet parce qu'il est très important que les communautés soient prises en compte. Cela a été fait dans la réalisation du projet, mais également dans l'exploitation du minerai de fer et donc son évacuation. Et à ce titre, d'ailleurs, nous sommes allés au-delà de ce que les textes préconisent, au-delà de la compensation qui est une obligation, en élaborant un plan de restauration des moyens de subsistance. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, les communautés qui ont été affectées par la construction du projet, je parle notamment des communautés de pêcheurs à Moribaya, les cultivateurs. Voilà. Le MED a coordonné afin que les partenaires industriels préparent un plan qui permet de compenser et restaurer toutes ces pertes de moyens de subsistance qui ont impacté les communautés. Et nous suivons la mise en œuvre correcte de ce plan. D'accord. Et oui, allez-y, autre chose? Oui, la deuxième action phare du département, ce sont les campagnes de reboisement ou comme nous le reformulons, les campagnes de reforestation nationale. Cette année, en 2025, c'est plus de 5500 hectares qui ont été reboisés. Il y a 1000 hectares qui ont été reboisés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec les collectivités locales et les ONG locales. Lorsque cela a été possible, pour une localité donnée, nous nous sommes assurés d'avoir une ou des ONG de la localité
pour procéder au reboisement. Si je prends l'exemple de Dalaba, par exemple, ce sont des ONG locales qui ont fait le reboisement. Ça s'appelle le contenu local, c'est ça? C'est une forme de contenu local. Mais en fait, l'intérêt de cela, c'est au-delà du reboisement, parce que un aspect très important dans le reboisement, c'est le suivi. Ce sont les personnes proches, directement impactées, qui sont mieux à même, mieux outillées de faire le suivi de ce reboisement. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons inscrit cela au cœur de notre stratégie. Nous continuons toujours à reboiser avec des essences locales afin de nous assurer de la conservation de la biodiversité. Lorsque cela est possible, nous privilégions les ONG féminines pour encourager également la participation des femmes dans la préservation de l'environnement. Elles font partie des premières qui sont impactées par les effets du changement climatique. Cette année, nous avons assuré le suivi du reboisement compensatoire qui a été fait par les entreprises minières notamment. Donc, dans le cadre de leurs activités de l'exploitation minière, ces entreprises sont amenées à faire des défrichements. Il leur est imposé l'obligation de reboiser en compensation de ce qui a été défriché. Encore une fois, pour lutter contre les effets du changement climatique dans notre pays. Des projets de crédit carbone que nous sommes en train de développer en Guinée. Il y a près de 200 hectares qui ont été reboisés dans la zone de mangrove à Forêt-Carrière. Et au-delà des reboisements, nous privilégions également les mises en défense. Cette année, c'est près de 1800 hectares de zones dégradées qui ont fait l'objet de mise en défense. Donc, ce sont des zones que nous mettons des clôtures et nous les laissons régénérer naturellement. Ça prospère, cette procédure, elle est productive? Oui, elle est très productive. Ça permet vraiment de régénérer la biodiversité, de régénérer l'écologie. Amara Kamara, question pour Madame la ministre. Oui, nous comprenons, Madame, qu'il y a pas mal d'activités qui ont été menées au niveau de votre département, mais concrètement, pour les gens qui nous regardent, quels sont les indicateurs de performance que vous pouvez présenter aujourd'hui aux téléspectateurs pour leur dire voilà ce qu'on a réalisé, voilà l'impact de cela? En début d'année, nous avons une feuille de route qui nous a été assignée par Monsieur le Premier ministre avec une liste d'activités que nous devons mener, une liste d'objectifs que nous devons atteindre pour l'année 2025. Et ces activités ont tourné, comme je l'ai dit un peu plus tôt, autour du renforcement de la gouvernance environnementale, de la préservation des écosystèmes, la lutte contre les pollutions et également le développement de la finance climatique. Sur l'ensemble des activités qui ont constitué le plan d'action 2025 du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous avons atteint un taux d'exécution de 89,4%. Comme cela a été mis en lumière lors de l'évaluation gouvernementale. Et c'était combien le budget alloué à votre département? Vous avez une idée? Pas forcément en détail, mais si vous avez une idée du montant global. Dans la loi de finances initiale, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a bénéficié d'un budget de 356 milliards de francs guinéens. Et ce budget a été réparti comme suit. Au niveau du titre 2, pour les salaires, c'est près de 146 milliards. Le titre 3, les biens et services, 43 milliards. Le titre 4, la subvention d'équilibre qui permet le fonctionnement des établissements publics administratifs sous la tutelle du département, c'est 99 milliards. Et enfin, le titre 5, les investissements, c'est 66 milliards. Dans ce crédit, il a été engagé un montant de 284 milliards, soit un taux d'engagement de 80% par rapport à la loi de finances initiale, et un paiement de 246 milliards, soit un taux de paiement de 87% par rapport à l'engagement.
La partie qui peut avoir de l'impact sur la population, c'est surtout cet aspect investissement. Est-ce qu'il y a eu du progrès par rapport à l'année précédente? Le ministère de l'Environnement, ses activités étant beaucoup axées sur les questions de régulation, les dépenses de biens et services également, qui permettent un meilleur fonctionnement du département, contribue aussi de manière indirecte à impacter les populations. Et au niveau des investissements, nos activités sont largement tournées vers la restauration des terres dégradées. Mais si je reviens sur l'amélioration du cadre de travail des cadres et agents du département, puisqu'ils sont chargés de contrôler la mise en œuvre de la politique environnementale. Cette année, dans ce cadre, nous avons notamment équipé les conservateurs de la nature avec, en ce qui concerne les uniformes, mais également les engins roulants, que ce soit des véhicules ou des motos. Le ministère de l'Environnement, c'est un des ministères qui est le plus décentralisé sur le territoire, vraiment présent à tous les niveaux. Il est important d'assurer la mobilité de nos agents. Des efforts ont été faits, des efforts restent à faire sur ce plan-là et nous continuons à travailler sur cela. Au nombre des actions phares que vous avez énumérées, vous avez parlé de reboisement et on sent que c'est une activité vraiment majeure au niveau de votre ministère et on a appris que vous avez changé de stratégie. Est-ce que vous... pour les téléspectateurs, au lieu de couvrir l'ensemble du territoire, que vous aurez plutôt choisi des zones à reboiser. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette stratégie? La stratégie qui a été développée depuis l'année dernière, elle vise en fait à répondre à une problématique, c'est l'efficacité des campagnes de reboisement que notre pays organise à travers le ministère de l'Environnement. Un des enjeux majeurs, c'est la question du suivi du reboisement. On plante, certes, mais comment est-ce qu'on s'assure que nous avons des forêts, que nous aurons des forêts dans quelques années? C'est le suivi qui est primordial. Et pour concentrer nos efforts, nous avons en effet recentré en fait, sur le plan géographique les activités de reboisement. Nous privilégions depuis l'année dernière les têtes de source et les berges de nos fleuves, des cours d'eau. La Guinée, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il est important que nous nous assurons de maintenir cela. Il en va de la survie de notre population, la population guinéenne, mais au-delà de ça, c'est aussi une responsabilité sous-régionale que nous avons. Ce sont près de 14 cours d'eau transfrontaliers qui prennent leur source en Guinée. Et particulièrement dans le massif du Fouta Djallon, pour lequel nous déployons des efforts d'abord en termes de plaidoyer pour parvenir à l'inscription au niveau de l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, ce qui nous permet de lever des financements pour la préservation de l'environnement au niveau du massif du Fouta Djallon. Nous n'attendons pas que cette démarche s'achève. Nous avons déjà des projets de restauration au niveau de cette zone. Vous êtes attardé sur le projet Simandou, le méga projet Simandou, en termes de respect des normes environnementales. Pourtant, ce n'est pas le seul projet minier qui existe en Guinée. Dites-nous, comment vous gérez les autres projets dans le cadre du respect des normes environnementales? Alors, les autres projets sont également soumis à la législation nationale. Nous avons une procédure d'évaluation environnementale qui a été actualisée en 2024. Tous les projets de développement, pas seulement miniers, tous les projets de développement en Guinée donc je pense à l'industrie notamment, tous ces projets sont soumis au Code de l'environnement et nous délivrons chaque année des autorisations environnementales. Pour ce faire, des missions de contrôle en fait, sont déployées par les services techniques du ministère de l'Environnement, en particulier l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale.
Des études d'impact environnemental et social sont réalisées pour chaque projet en Guinée. Est-ce qu'elles sont respectées, ces études? Les études sont réalisées, elles sont assorties de plans de gestion environnementale et sociale. Et c'est le rôle du ministère de s'assurer de la mise en œuvre correcte de ces plans de gestion. Et justement, pour arriver vraiment à un niveau où elles sont correctement appliquées, nous travaillons, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à renforcer les capacités des services techniques. Et pour cela, nous avons un accompagnement. Le capital humain qui est primordial. Nous avons un accompagnement de la Banque mondiale. Donc, c'est un de nos chantiers prioritaires, vraiment, parce que, en fait, tout découle de là sur la question de la conformité environnementale. Alors, vous travaillez à la reforestation, c'est comme ça que vous avez appelé maintenant vos opérations de reboisement. Vous travaillez à cela, mais parallèlement, il y a le phénomène de carbonisation qui gagne en intensité dans notre pays, ce qui est d'ailleurs un mal nécessaire parce que le bois reste encore la principale source d'énergie pour les Guinéens. Est-ce qu'il y a un mécanisme sur lequel vous réfléchissez pour freiner ce phénomène? Alors, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui ce phénomène est prévalent dans notre pays. C'est une question de survie. Les gens coupent le bois aussi pour manger, pour faire à manger. Pour adresser cela, pour nous, il faut d'abord privilégier la promotion des énergies vertes, apporter des solutions alternatives aux ménages, particulièrement en zone rurale. Et c'est pourquoi nous axons également nos efforts sur la promotion de ces énergies vertes, avec notamment la promotion de la technologie du biodigesteur, qui est donc une alternative durable. Également, il y a il y a une centaine de biodigesteurs qui ont été distribués, des foyers améliorés également. Près de 3000. Nous envisageons un partenariat avec le ministère des Hydrocarbures à travers le fonds gaz pour vulgariser l'utilisation du gaz butane en Guinée, dans les zones rurales également, mais il faudra apporter vraiment un coup de pouce pour s'assurer que les ménages, les familles dans les zones rurales pourront utiliser cette alternative qui nous permet de protéger nos forêts. Chaque année, les pays se retrouvent pour parler du climat, ce qu'on appelle les COP. La Guinée souvent prend part à ces différents rendez-vous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de la participation de notre pays à ces différentes rencontres? Qu'est-ce qu'on tire comme avantage? Alors, les COP sont des rendez-vous auxquels notre pays a souscrit. C'est d'abord une obligation en tant que membre, en tant que partie à ces conventions, de participer à ces grands rendez-vous internationaux. Pour revenir à votre question de manière plus précise, d'abord, ça nous permet de présenter à la communauté internationale ce que nous faisons pour remplir nos obligations sur le plan climatique notamment. C'est aussi des forums en fait pour nous permettre de mobiliser des financements pour lutter notamment contre les effets du changement climatique. En termes de retombées financières, là dernièrement nous avons mobilisé avec le programme ProGreen de la Banque mondiale près de 8 millions de dollars qui vont nous permettre d'opérationnaliser la Fondation pour la biodiversité en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes dans une refonte totale de notre réseau d'aires protégées en Guinée pour nous permettre de passer de 17% à près de 28% d'aires protégées sur l'ensemble du territoire national. Mais il est important pour nous, pendant que nous menons cette réforme, d'également mettre sur pied un système qui va nous permettre de financer de manière durable la biodiversité en Guinée. Donc c'est dans ce cadre que nous mettons en place cette fondation pour la biodiversité. Ces financements vont nous permettre de renforcer les activités économiques liées aux forêts et à l'agroforesterie. Les gens, généralement, on connaît la COP sur le changement climatique, mais il y en a d'autres. Il y a la COP sur la biodiversité, qui a une de ses fenêtres de financement
Global Biodiversity, auprès duquel nous avons levé près de 2,5 millions de dollars. Et nous allons nous en servir pour financer nos projets liés au Fouta Djallon, la restauration au niveau du massif du Fouta Djallon. De manière générale, les COP sont un rendez-vous, une opportunité pour présenter ce que la Guinée fait sur le plan environnemental, et également rencontrer des partenaires pour nous permettre de financer nos activités en Guinée. Mais on ne vous a pas vu cette année à la COP brésilienne. C'est vrai. Alors, de manière générale, et nous tirons cela du modèle du président de la République, lorsque l'agenda national l'emporte sur l'agenda international. Mais il y avait une délégation, absolument. Le ministère de l'Environnement, la Guinée, d'ailleurs, pas le ministère de l'Environnement uniquement, notre pays était valablement représenté cette année au Brésil. Maintenant, les forêts classées, on voit dans plusieurs endroits, ces forêts sont souvent agressées par les hommes, par les exploitants. Que fait la conservation de la nature pour éviter cela? Et quand ces forêts sont agressées, comment vous faites pour les restaurer? Il y en a même, le ministère de l'Éducation peut prendre un endroit pour construire des écoles. Comment vous faites pour conserver davantage ces forêts classées, Madame la ministre? Cela est intimement lié en fait au contrôle. Donc pour nous, pour le ministère de l'Environnement, pour éviter cette problématique que vous soulevez, pour adresser cette problématique, nous nous assurons de renforcer le contrôle sur le terrain. Nous avons renforcé cette année les patrouilles de la brigade, qui permet d'arrêter toutes ces violations, toutes ces agressions sur le plan environnemental. Donc, vous préconisez plutôt la prévention? Absolument, il faut de la prévention et c'est pour ça qu'il est important pour nous de renforcer nos capacités. Donc, en termes de formation, et nous mettons l'accent là-dessus, mais également de moyens matériels, donc que ce soit des engins roulants, mais également en termes d'équipement. Pour vos campagnes de reforestation, comment vous collaborez avec la filière bois qui s'est fait entendre aussi sur ce plan et qui est d'ailleurs un acteur majeur? Oui, la filière bois, c'est un acteur majeur, c'est aussi un partenaire privilégié du ministère de l'Environnement. Nous avons des échanges constants, nous au niveau du département, nous avons des échanges constants avec l'organisation. Nous réglementons leurs activités, ça c'est une chose, nous leur octroyons leurs autorisations d'exercer. Et dans ce cadre, ils sont tenus également de procéder à des reboisements et ils travaillent avec nous pour mettre en œuvre ces reboisements. C'est vous qui définissez le nombre, disons, l'espace à reboiser pour eux, ou bien c'est la filière qui vous fait la proposition? Ce sont des échanges constants, donc c'est un dialogue constant. Pour préparer oui, tout à fait. Leur reboisement fait partie de la campagne. Ils font aussi le reboisement dans le cadre de la campagne nationale. Ils proposent d'abord leur action. Oui, il y a des échanges constants. C'est vous qui validez? Alors, dans le cadre des activités de la filière bois, nous leur délivrons des autorisations, mais à cela est adossé un cahier de charges qui définit les obligations de part et d'autre. Et parmi leurs obligations, il y a cette question de reboisement compensatoire. Et c'est dans ce cahier de charges que nous fixons la superficie à reboiser. Maintenant, on entend souvent chez vous aussi le repos biologique. Oui. C'est pour quelle fin et c'est à quelle période? Alors, c'est pendant la période hivernale. Oui. Nous le faisons pour 3 mois. Également pour permettre, encourager tous les acteurs. Ça coïncide également avec les campagnes de reboisement, la période de reboisement. Donc c'est aussi pour rappeler le besoin de restauration écologique, restauration des terres dégradées dans notre pays. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan de la campagne de reboisement de cette année au visage des changements intervenus, des stratégies intervenues? Alors, la question du reboisement, vous savez, c'est pas une vision à court terme.
C'est une stratégie que nous avons commencée l'année dernière. Oui. Il nous faudra quelques années pour avoir les résultats. Mais il est important... Vous avez fait allusion tout à l'heure au suivi, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que les ONG qui ont bénéficié de votre accompagnement, auxquelles vous avez confié les campagnes de reboisement dans certaines localités, est-ce qu'il y a un suivi par rapport à l'évolution des plans mis en terre? Alors, le fait de privilégier des ONG locales oui. Facilite le suivi. Parce qu'encore une fois, ces personnes sont directement impactées par la question du reboisement dans leur localité. Donc déjà, elles sont plus à même, elles ont tendance à être plus intéressées par la question du reboisement et de s'assurer qu'il y a un suivi. Un autre mécanisme que nous avons mis en place, nous avons revu au niveau des paiements. Il y a un premier paiement qui intervient au moment de la signature de l'accord entre le ministère de l'Environnement et l'ONG qui s'occupe du reboisement, oui. Mais qui permet seulement à l'ONG d'aller sur le terrain et commencer les travaux. Les autres, les paiements subséquents sont soumis à certaines obligations qui sont notamment liées au suivi. Donc, ce sont des mécanismes que nous mettons en œuvre pour s'assurer vraiment que le reboisement est fait de manière effective. Donc, les paiements subséquents, c'est quand les résultats sont là? Oui, quand certaines diligences liées au suivi sont mises en œuvre. Et vos agents sont déployés pour vérifier sur le terrain? Oui, alors il y a déjà des agents qui sont sur place, mais au-delà de ça, nous avons des missions de contrôle qui partent pour vérifier ce qui est mis en œuvre. Un mot sur le fonctionnement des conservateurs de la nature. Ils ont quelle mission principale au ministère de l'Environnement? Les conservateurs de la manière nature. Générale, je vais dire la préservation de l'environnement. Les conservateurs sont présents dans différents services. Au niveau de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Donc là, ils sont dans les parcs nationaux, comme le nom l'indique. Au niveau de la Direction nationale des forêts et de la faune, compris au niveau des concentrés. Au niveau de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, donc chargée du contrôle sur le terrain également. Il arrive à démanteler quand même des criminels? Oui, ça se fait. Le dernier cas, c'était la saisie d'une espèce protégée, qui est en fait un trafic avec un citoyen étranger qui, au niveau de l'aéroport, il a été saisi avec un concombre de mer qui est interdit à l'exportation. Absolument. Amara Kamara, l'émission, c'est aussi la réaction des citoyens, leurs questions, si la régie nous permet. Nous allons partir avec la régie pour prendre quelques questions pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Diamy Diallo. Amara Kamara, vous pouvez lire la première question. Alors, Madame la ministre, la première question vient de Elhadj Boubacar Mobi Diallo. Il est de Mobi. Alors, il dit, nous avons un sous-bassin appelé Hore Koklo entre les districts de Mokoko, Mobi, Kankadi et plus de 100 têtes de sources dans les 6 districts de Noussi, Orefelo, Mobi, Mokoko, Kankadi, Kassigui, Dantawi et Kouré. Nous avons un projet à vous soumettre. Pourriez-vous nous orienter sur les démarches, les services compétents et les mécanismes d'accompagnement pour sa mise en œuvre? Bon, sauf qu'il n'a pas donné... C'est quoi le projet? Exactement. C'est un projet de reboisement. Ouais, c'est un projet de reboisement? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors déjà, vous voyez, c'est un peu ce que je vous expliquais. Ça cadre, ce qu'il explique là cadre directement et vraiment en droite ligne avec la stratégie exactement du ministère de l'Environnement
protection des têtes de source, privilégier les ONG locales pour nous assurer justement qu'il y a ce suivi lorsque nous faisons les reboisements. Donc, pour répondre à sa question, il faut adresser un courrier au ministère de l'Environnement en expliquant le projet et cela va être traité par le service technique compétent et pris en compte avec diligence et pris en compte dans la prochaine campagne de reboisement. Deuxième question. Voilà, la deuxième question est de Nian Prosper Gami, lui il est à Farana. Quelles sont les nouvelles mesures réglementaires adoptées pour renforcer la protection de l'environnement? Alors, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons procédé à une revue d'un certain nombre de nos textes, d'instruments juridiques, et même après l'élaboration d'un nouvel instrument. Donc, il y a le code forestier qui a été révisé. Il y a le code des aires protégées qui a été élaboré. C'est un nouveau texte dans notre pays. Et il y a également le code de l'assainissement que nous avons élaboré. D'accord. Et sur les espèces fauniques, il y a un code là-dessus ou on en a? C'est le code de la faune sauvage. D'accord. Qui a été élaboré, qui est un nouveau texte. Donc il y a tout un dispositif. Ça veut dire que ces textes n'existaient pas avant? C'est maintenant où les élaborent? Pour certains, oui. Le code forestier existait, il a été amélioré, révisé. Oui. Pour prendre en compte des problématiques nouvelles. On va aller avec la régie pour une autre question pour la ministre de l'Environnement. Alors, la troisième question est de Karamoko Kondé, lui il est à Conakry. Dans votre bilan, vous pouvez indiquer combien de sites miniers ont été réellement contrôlés, combien ont reçu un avis de non-conformité environnementale et quels sites ont été suspendus suite à vos inspections. Siliana. Au niveau des contrôles, cette année, c'est près de 60 contrôles qui ont été effectués. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est un processus qui est dynamique. Donc, comme je le disais, chaque année, les sociétés minières, les différents projets nous sollicitent pour obtenir leur autorisation de conformité environnementale, leur certificat de conformité environnementale ou autorisation environnementale. Nous procédons, nos services techniques compétents procèdent à une évaluation. Lorsqu'il y a des non-conformités, le document n'est pas délivré, mais il y a des mesures qui sont recommandées. Il y a une démarche à suivre. Tout à fait, une démarche donc, pour inverser, pour corriger l'anomalie. Voilà. Donc, quand vous faites le point, vous indiquez la démarche à suivre. Une fois que c'est bon, on peut délivrer le quitus. Mais est-ce qu'il est arrivé que vous ne délivrez pas du tout? Oui, il est arrivé qu'en fait, on ne délivre pas tant qu'il n'y a pas conformité. D'accord. Généralement, les projets souhaitent continuer, donc ils se mettent en règle. Il faut, ce qui est important de souligner, en fait, nous sommes dans cet équilibre entre développement, il faut développer notre pays, il faut réaliser ces projets, et préservation de l'environnement. Il faut concilier. Il faut concilier les deux. Absolument. On va prendre la dernière question. La dernière question est de Amadou Antoine Oularé, lui il est à Symphonia, c'est à Conakry ici. Que pensez-vous de la mise en place des politiques de collecte, de recyclage et de traitement des déchets? Et quels projets de sensibilisation et d'éducation environnementale avez-vous engagé pour favoriser un changement durable de comportement et de mentalité au sein de la population? Alors, ce sont des initiatives, la question de recyclage de déchets, de valorisation des déchets que nous encourageons et que nous accompagnons. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre du décret portant interdiction des emballages et objets plastiques à usage unique. Nous avons procédé à une consultation de toutes les parties prenantes, donc à savoir les ministères sectoriels concernés, les autres ministères concernés tels que celui de l'industrie, celui du commerce également, le secteur privé
qui est très important dans ce processus parce que les solutions alternatives viendront du secteur privé, mais également les populations, parce qu'il est important qu'elles comprennent les dangers liés au plastique et la nécessité de réduire, voire éliminer cet usage qui se fera de manière progressive. Aujourd'hui, nous avons élaboré une stratégie nationale, donc en consultant toutes ces parties prenantes. Et nous continuerons à mettre l'accent sur la sensibilisation des populations, parce qu'il est important qu'elles adhèrent, qu'elles comprennent pour que la mise en œuvre du décret soit effective. Nous accompagnons des opérations, nous initions et accompagnons des opérations de nettoyage, des opérations citoyennes. Cette année, le ministère de l'Environnement, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, a organisé une opération de nettoyage en ville, à Temineta, mais également sur la plage de la Jetée, à la Minière. Et dans quelques jours, le 21 décembre, nous accompagnons une initiative du rappeur Black M qui va procéder à l'assainissement, une journée d'assainissement à Matoto. Donc c'est un ensemble d'initiatives que nous encourageons et que nous accompagnons également. Madame, est-ce qu'il y a eu des coulots d'étranglement dans la mise en œuvre de votre plan d'action opérationnel pour 2025? L'exécution budgétaire qui peut prendre du temps vu toute la chaîne en fait, de dépenses. La lourdeur administrative. Alors que nous connaissons. Avez-vous aussi des perspectives pour 2026 déjà? Alors, en termes de perspectives pour l'année 2026, nous avons procédé il y a près d'un mois au lancement du projet Simandou. La phase de construction aujourd'hui est achevée. Nous sommes rentrés dans l'exploitation minière. Il y a des enjeux environnementaux qui demeurent. Donc nous allons suivre ces questions, bien entendu, avec la même rigueur que nous avons adoptée pendant la phase de construction, conformément aux instructions du président de la République, qui tient absolument à ce que le projet Simandou soit réalisé, soit exploité pour le bien-être des populations guinéennes. Au-delà de ça, nous avons mobilisé des financements additionnels auprès de la Banque mondiale notamment, pour nous permettre d'appuyer notre politique de carbone forestier. Donc nous allons continuer sur ce sujet-là. Il y a également un projet pour lequel nous avons mobilisé près de 9 millions de dollars auprès du Fonds mondial pour l'environnement, qui sera mis en œuvre dans le parc de Folonic Bay à Cancan. Donc c'est autant de projets que nous allons suivre avec intérêt pour 2026. Autant de perspectives prometteuses. Madame la ministre, l'émission est terminée, mais vous avez forcément un mot de la fin. Alors mon mot de la fin, c'est vraiment vous remercier d'abord, mais également m'adresser à l'ensemble des citoyens guinéens. L'environnement, la préservation de l'environnement, l'État joue a un grand rôle à jouer, mais l'État n'est pas le seul acteur. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous affectés. Donc il est important que ce soit une question que nous prenons avec sérieux et que chacun joue sa partition dans la préservation de l'environnement, que chacun peut planter un arbre par exemple. Et j'en profite également pour adresser mes remerciements au président de la République, Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à monsieur le Premier ministre Amadou Riba. Merci à vous, Madame la Ministre. Je rappelle que vous êtes Diamé Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Merci à vous également, Amara Kamara, pour la co-animation de cette émission. Merci à Bakar Kondé. Merci, Madame la Ministre. Merci. Ça n'est donc terminé pour ce tout numéro. On se reprendra avec un autre ministre pour parler de son département. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et portez-vous bien.